pense que ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur aussi de pas perdre l'idée qu'on peut inventer des choses et qu'on peut le faire joyeusement et que tout le monde peut s'y retrouver aussi peut-être à l'intérieur de ça. Et qu'on peut créer d'autres manières de penser, d'autres manières de dire et d'autres manières d'utiliser les mots aussi. Donc c'est pas parce qu'il y a certaines choses qui sont là ou qui ont existé qui ne peuvent pas changer et surtout elles peuvent être transformées et transformées de manière belle aussi, quoi. Bienvenue dans Escarbille, le podcast artistique qui met en lumière les parcours créatifs. Pour sa 5e rencontre, Escarbille s'installe au coin du feu en compagnie d'Aline Bernard, l'autrice du livre Brûlée, brûlante, publié aux éditions de l'Onde Théâtrale. Entre quête spirituelle, réflexion sur le pouvoir de l'imaginaire et réhabilitation du mythe de la sorcière, Aline Bernard nous plonge dans une aventure incandescente, dans un conte empreint de poésie, déconstruisant les stéréotypes et invitant à l'union et à l'harmonie. Installez-vous confortablement, laissez-vous bercer par les crépitements du feu, on vous emmène à Épiloba, aux frontières de l'imaginaire d'Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Escarbille. Merci de m'avoir invitée. Et de nous ouvrir ainsi les portes de ton univers artistique. Tu es notre première autrice que nous recevons au sein de ce podcast. Tu inaugures le domaine littéraire. En tant qu'autrice, du coup, justement, est-ce que tu as toujours eu en main une feuille de papier que tu avais envie de noircir avec tes pensées, tes rêves, ton imaginaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu plus tard au fil de ton parcours ? Eh bien, ça m'est venu assez tôt. J'ai vraiment des souvenirs enfants d'avoir des carnets avec moi et de m'imaginer aussi beaucoup des histoires, de me faire presque parfois des sortes de petits poèmes ou des petites chansons en tête, par exemple dans la voiture en regardant la route, des choses comme ça. Et ma première histoire, j'avais un petit carnet d'idoles et j'écrivais les histoires de d'idoles. Okay. Et je me disais que j'allais être autrice avec ça. Bon, heureusement, ça a un peu évolué quand même. Et oui, l'écriture, ça a toujours pris une place assez importante. C'est aussi beaucoup revenu à la période du collège où j'étais une jeune qui parlait assez peu, j'étais assez timide comme enfant. Et l'écriture, c'était aussi un moyen de prendre la parole. Et c'était un peu comme un jeu aussi de chercher ce qu'on pouvait faire avec les mots, etc. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis assez plongée, aussi pour m'inventer peut-être un peu d'autres vies ou une moi un peu autre dans un univers parallèle qui oserait prendre la parole aussi sur certaines choses peut-être. Et ça a commencé là, ça a continué aussi au lycée où j'ai aussi beaucoup écrit. Et après, j'ai poursuivi avec des études littéraires où forcément d'être baignée aussi dans un milieu littéraire au quotidien et de pouvoir participer à des ateliers d'écriture avec la fac notamment. Ça m'a donné envie de poursuivre ça. Et voilà, donc toujours eu quelque part une forme d'écriture. Ouais. Et du coup, plutôt dans le domaine de la fiction, ou est-ce que tu relatais un petit peu les faits qui se passaient dans ta vie, ou est-ce que directement tu as voulu imaginer des histoires et des personnages et vraiment te créer un univers propre qui t'appartenait ? Je pense que c'était un peu à mi-chemin entre les deux, où au début c'était surtout des fictions mais qui prenaient des événements réels et c'était peut-être une manière de les transformer, de les analyser aussi et d'en faire autre chose. Et je pense que dans l'acte d'écrire il y a ça aussi où pour moi, en tout cas moi dans ma pratique, l'écriture ça vient vraiment puiser dans ce que je peux vivre ou ressentir et où l'écriture c'est un moyen d'observer aussi ça d'une autre manière. Et ben alors après aussi j'ai découvert la poésie au lycée en lisant Rimbaud et j'ai été subjuguée par ça et j'ai voulu devenir Rimbaud. Et ça a été vraiment un tournant pour le coup dans l'écriture et dans ma sensibilité artistique aussi je pense, où là pour le coup j'ai complètement abandonné la fiction pour me plonger uniquement dans la poésie. Et c'est seulement avec Brûlée, brûlante où je suis retournée vers la fiction, donc il y avait vraiment une pause de presque une dizaine d'années
de fiction. Et moi, c'est ça, je viens surtout de la poésie, avant tout. Ok, c'est vrai que du coup on retrouve un petit peu, on en parlera après, les sources de tes débuts du coup dans Brûlée brûlante. Est-ce que tu as eu une sorte de déclic à un moment du coup de ton parcours littéraire où tu t'es dit, un moment particulier où tu t'es dit que tu aimerais faire de l'écriture vraiment un métier ou quelque chose de vraiment récurrent dans ta vie? Est-ce que tu as eu ce petit moment charnier dans ton parcours? Je l'ai eu il y a quelques années où j'ai fait un stage à Montréal pendant 2 mois et demi dans une association de littérature qui s'appelle La Poésie Partout. Et là-bas, j'étais tout le temps au contact de personnes qui étaient poètes, poétesses. Et il y a aussi une culture de la scène ouverte très très présente au Québec. Et pour le coup, ça m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré. De toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, il y a vraiment eu un élan aussi de personnes qui me disaient « mais si t'as envie, essaye, écris ». Et c'est quelque chose que j'avais jamais eu avant. Et je pense que tout cet élan-là autour de la poésie, et c'est un moment où, comme j'étais seule là-bas, j'ai aussi beaucoup lu et découvert aussi d'autres poétesses. Et ça a marqué aussi un tournant par rapport à ça. Est-ce que du coup tu l'as un petit peu introduit, tu as fait un stage du coup à Montréal et justement ton style d'écriture, comment tu l'as travaillé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou est-ce que justement tu as suivi des formations spécifiques ou peut-être des résidences artistiques, des ateliers qui t'ont permis de peaufiner un petit peu justement ce style d'écriture si particulier? J'ai pas suivi de formation particulière. La formation que j'ai pu faire en lettres à l'université, c'était vraiment plutôt de la littérature recherche. J'ai eu quelques ateliers ou quelques cours d'écriture dans lesquels on avait des petits exercices pour nous mettre en écriture, mais rien vraiment de très regardant sur ma propre pratique à moi. C'était surtout des moments assez ludiques et de partage. Et je pense qu'au début, notamment quand je suis arrivée à la fac, j'ai beaucoup lu aussi d'œuvres plus classiques, notamment en poésie. J'étais très attachée à une forme, à écrire en alexandrin, à essayer de faire des figures de style, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment très, très, très cadré, même si je trouvais aussi une forme de liberté à l'intérieur de ça, de voir comment utiliser certaines figures pour créer des effets, etc. Et ça a duré quelques années. Et il y a eu un moment, je ne saurais pas trop daté quand, mais où je me suis assez défaite de ça et où là j'ai pu expérimenter aussi d'autres choses. Par exemple, c'est pas grand chose, mais en enlevant complètement la ponctuation, et dans l'écriture ça change finalement complètement d'enlever ça, et où c'est un peu plus devenu une écriture un peu à la manière d'une partition de musique. Il y a un truc plutôt très musical plutôt que très cadré et très visuel. Et je pense que maintenant, c'est plus, ça se rapproche plus de ça aussi, et où il y a eu aussi une évolution vers un retour au langage très concret aussi parfois, que j'avais un peu perdu en arrivant à la fac, en étant aussi enivrée de parfois d'écriture très abstraite, etc. Où il y a eu plusieurs cheminements à l'intérieur de ça aussi. Ok, parce que c'est vrai qu'en plus, on a, comme tu l'as un peu dit, on a toujours facilement cette idée que la poésie, c'est quelque chose de très construit, avec des paragraphes bien déterminés, avec le nombre de pieds, etc. Et dans ton style d'écriture, on retrouve une certaine oralité. On sent que justement, tu t'affranchis un petit peu de ces codes plus traditionnels, entre guillemets, de la poésie, et pour t'aventurer dans une poésie plus moderne, et où justement... T'as vraiment une oralité, je trouve, quand on lit ton texte, on s'imagine une voix, je trouve. Et on n'a pas ça dans toutes les œuvres, et je trouve que c'est aussi ce qui fait la particularité de ton texte et de ton travail. Et c'est pour ça que oui, je te demandais un petit peu comment tu avais travaillé ce style d'écriture, parce que je trouve que vraiment, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, cette oralité qui se retrouve en filigrane en fait, de tes textes. Je ne sais pas si c'est... je pense que c'est voulu. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de pratiquer aussi l'écriture. Et c'est vrai que quand j'écris,
souvent j'écris aussi sur de la musique, donc je pense que ça... Enfin, j'écris tout le temps sur de la musique, donc je pense que ça change aussi la manière d'écrire. Et ça l'apporte et ça en fait quelque chose de plus musical. Et aussi, je relis beaucoup, beaucoup à voix haute. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans la lecture à voix haute que la poésie et l'écriture, en tout cas comme moi j'aime bien la pratiquer, se déploient. Et c'est vraiment en oralisant qu'on peut aussi sentir vraiment toutes les sonorités de chaque lettre, de chaque mot et les liants que ça peut faire, ou au contraire les cassures que ça fait. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve moins en lisant dans sa tête. Mais c'est vrai que actuellement, dans le milieu de la poésie contemporaine, il y a vraiment cette idée de la scène ouverte aussi qui vient aussi beaucoup en France et de performances. Maintenant, il y a beaucoup de poétesses et de poètes qui font aussi des performances poétiques avec des musiciens, musiciennes, et ça devient de plus en plus quelque chose presque de l'ordre du spectacle vivant. Chose qui avait beaucoup moins peut-être il y a quelques années, ou en tout cas qu'on avait peut-être perdu. Et j'ai l'impression que ça se ressent aussi dans les nouvelles productions en poésie. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté pluridisciplinaire qui se met progressivement en place. J'ai remarqué aussi, et c'est vrai que c'est super chouette de se dire que tous les arts peuvent communiquer entre eux. Je trouve que c'est très chouette. Et du coup, tout cela nous amène à ton livre, Brûlée, brûlante, qui est ta première publication relevant du domaine de la fiction. On y suit ton propre personnage, incarnant une héroïne qui se lance à la recherche de Lila, un personnage perdu dans les méandres de ton imaginaire à force de ne plus avoir été alimenté par ce dernier. Cette héroïne se replonge donc dans son monde intérieur qui s'est détérioré progressivement en son absence, laissant les virils et les patriarques, comme tu les appelles, aux commandes d'Epiloba, reléguant au second plan les femmes, toutes sorcières, les obligeant à vivre recluses pour ne pas finir brûlées sur le bûcher. Et à travers ce texte, tu abordes plusieurs thèmes, notamment celui du mythe de la sorcière, mais aussi celui des luttes féministes, celui de l'environnement et de l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Et tu le fais en utilisant un style d'écriture qui est à la fois tranchant et justement poétique. Ton héroïne se retrouve dans un monde qu'elle ne reconnaît plus, qu'elle ne comprend plus, mais elle se lance tout de même à la recherche de Lila, avec la volonté de redresser sur son passage les dérives et les injustices de ce nouveau monde qu'elle tente peu à peu d'appréhender. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet singulier ? Est-ce que ce sont des thématiques que tu avais déjà en tête, que tu souhaitais aborder, ou est-ce qu'elles sont arrivées à toi d'une manière ou d'une autre ? Parle-nous un petit peu de la jeunesse de ce livre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour l'écriture de ce livre, c'est que c'est donc l'Onde Théâtrale qui m'a fait la proposition d'écrire ce texte. Et forcément, ça influe aussi dans le processus d'écriture. Peut-être je peux présenter un petit peu l'Onde Théâtrale. Oui, bien sûr, vas-y. Expliquer le projet, sinon ça va être assez flou. Mais donc, à l'Onde Théâtrale, chaque projet qui est créé réunit à la fois un artiste ou une artiste qui va écrire un texte en collaboration avec des étudiants et étudiantes de l'Université de Lille. Donc jusqu'à moi, c'était surtout du théâtre. Bon, là, c'est un peu différent, c'est plutôt un récit qui a été mis en voix aussi, mais qui est vraiment de l'ordre du récit. Et à chaque fois, pour ce projet, il y a un thème qui est proposé. Et moi, pour le coup, le thème, c'était l'imaginaire. Et l'équipe de l'Onde Théâtrale m'a proposé de travailler, d'écrire principalement sur les sorcières, chose qui m'a beaucoup plu. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de lectures féministes en bagage et que la figure de la sorcière, c'est une figure qui cristallise pas mal de choses et qui est réappropriée aussi. Et donc voilà, ça m'a beaucoup inspirée, c'est parti de là. Et aussi, ce qui est à savoir, c'est que pour des questions de planning, on va dire, j'ai eu 10 jours pour écrire ce texte-là. Donc forcément, il y a eu peu de temps pour réfléchir. Et sur le coup, quand j'ai accepté ce projet, j'ai fait une petite pile de textes qui pouvaient me parler. J'ai noté aussi toutes les sorcières que j'avais en tête
beaucoup de sorcières d'enfants aussi. Je pense par exemple à Kiki, la petite sorcière dans le film. Et d'avoir toutes ces figures-là mélangées, ça m'a porté pour l'écriture et en tout cas pour développer ces thématiques-là. Et c'est vrai que les thématiques et les sujets de féminisme, d'environnement, enfin, d'écologie, tout ça, c'est des choses que j'avais envie de mettre dans le texte et qui se cristallisaient pour moi autour de cette figure-là de la sorcière. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Et pour l'écriture plus précisément, moi dans mon cas, en fait, il y a un groupe d'étudiants et étudiantes qui avaient réfléchi en amont à des éléments narratifs qu'il ou elle voulait voir dans le texte. Donc, par exemple, il y avait la présence d'un personnage non-binaire, le fait d'avoir un personnage d'auteur ou d'autrice qui retourne dans son monde imaginaire. Donc, vraiment, ce cadre-là, c'était un cadre qui m'était proposé par les étudiants et étudiantes. Et donc, j'ai pris ces petites choses-là qui ont un peu servi de balise aussi pour écrire le récit. Et c'est vrai que comme je n'avais pas écrit de fiction depuis très longtemps, ça m'a vraiment permis de me cadrer et de ne pas partir dans tous les sens. Et ça a aussi ajouté un côté collectif à cette écriture-là, où pour moi, elle était nécessaire d'aborder notamment ces sujets, mais où ça devenait une nécessité collective et ça donnait aussi une forme de légitimité aussi dans le fait d'écrire et d'écrire ça. Donc c'est venu de cette manière-là. Ok, c'est en plus du coup si ça faisait longtemps que tu n'avais pas écrit de fiction, 10 jours, oui. c'est très court quand même. Moi ça m'a permis de pas trop revenir et pas trop me prendre la tête sur des passages. Donc finalement l'écriture dans l'urgence m'allait très très bien. Ok, ça t'a pas angoissé justement de te dire ok j'ai 10 jours j'ai des thématiques, ok très bien, tout ce qui est sur le mythe de la sorcière, ok, je pars de là. Mais j'ai 10 jours, quoi. Tu t'es pas fait un petit peu un petit coup de pression Au début, si, complètement. Au début, oui. Et puis après, j'ai aussi saisi la chance que c'était aussi d'avoir cette opportunité-là. Et en même temps, c'était aussi un défi. Et pendant 10 jours, j'ai fait quasiment que ça. Et c'était un jour, un chapitre. Et c'était génial. Enfin, vraiment, ce moment a été trop bien de se sentir portée aussi et d'avoir vraiment... du temps à consacrer à ça, parce que ça dépend des personnes, mais c'est peut-être pas toujours facile de consacrer du temps à l'écriture aussi, ou en tout cas un temps long. Et là, j'avais pas le choix. Ok, et du coup, une fois qu'on t'a donné ces bases de travail, tu as vraiment travaillé toute seule ou t'es quand même restée un peu en contact avec les gens, les étudiants et les personnes qui t'ont donné ces contraintes, entre guillemets, d'écriture ? Alors avec les étudiants et étudiantes, pas du tout. Mais avec l'équipe de l'onde théâtrale, oui. On a eu des rendez-vous avec Rémi, avec Romane pour discuter du début du texte et ça s'est bien passé. Bon, j'ai continué comme ça, mais oui, on gardait forcément un petit lien pour... Okay. T'as pas été lancée dans le grand bain toute seule et Non, ça va. Ok, tout va bien du coup. Et comment tu as imaginé du coup, tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure en te remémorant les différents personnages de sorcières que tu connaissais, notamment dans les contes pour enfants. Comment tu as construit tes différents personnages ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages pour du coup un texte qui a été écrit en si peu de temps. Comment tu as construit chaque personnage qui est en plus très différent d'un personnage à l'autre ? Comment tu t'es inspirée ? Comment tu as décidé de chaque caractère ? Quel a été ton processus de création concernant tous tes personnages ? Je vais essayer de ne pas en oublier. D'abord, peut-être pour commencer par la personnage d'autrice même. C'est vraiment une sorte de double de moi, pour le coup, assez clair. Et c'est à la fois un double de moi dans la manière de repenser aussi à ce que j'écrivais en étant ado, parce que c'est une période où j'ai beaucoup écrit, et de me positionner par rapport à ça et en même temps d'avoir un regard par rapport à tout ça. Et je pense que ce personnage-là, je ne sais pas si ça s'est senti, mais j'avais envie aussi qu'elle soit présente, mais qu'elle soit en même temps pas un personnage principal, qu'elle soit un peu plutôt une sorte de médiatrice, de fil qui passe entre chaque personne, chaque moment. Et un fil rouge un peu. C'est ça, une sorte de fil rouge et une sorte de regard aussi sur les choses.
et d'aspects un petit peu réflexifs. Donc ce personnage-là, ça a été plutôt ça. Et après, le personnage de Lila, pour le coup, d'une certaine manière, a été assez fortement inspiré d'une personnage principale que j'avais créée dans un roman que j'avais écrit quand j'avais 15 ans. Et en fait, j'avais un peu aussi oublié ce texte-là que j'avais écrit et de repenser à ça et de me questionner sur quel personnage à ce moment-là de ma vie j'ai sorti, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que c'était un personnage très, très romantique, très fille fragile et très romanesque au possible, tout tourné autour de son amoureux. Enfin, vraiment, elle incarnait vraiment une sorte de stéréotype assez niais aussi. Et là, d'avoir ce regard-là, ça m'a montré aussi le chemin un peu parcouru aussi, moi, dans mon écriture et aussi dans ma manière de concevoir pas mal de choses, notamment liées au féminisme, et de faire un peu table rase de ces figures-là de femmes romantiques et complètement dépendantes à tout. Et en même temps, d'avoir aussi un regard bienveillant. Enfin, finalement, d'écrire Brûlée brûlante, ça m'a aussi permis de reconnecter avec ce récit-là et de ne pas l'oublier comme je l'avais fait pendant au moins 8 ans, mais de aussi le réaccueillir dans toute la niaiserie qu'elle avait, on va dire, mais de recréer du lien et de voir ce qui s'était transformé et de pas l'oublier. Et aussi, petite anecdote, mais quand j'ai écrit ça, je l'ai fini quand je devais être en première et je m'étais dit, si je publie pas ce livre avant mes 18 ans, ma vie d'écrivaine est ratée. Heureusement, je ne l'ai pas publié et je pense que c'était très dur aussi comme pensée, mais d'une certaine manière, c'est comme si je l'avais un peu publié entre les lignes et moi, ça m'a fait du bien aussi. Enfin, je trouvais ça assez beau. Et juste sur ce nom de lilas, dans la symbolique des fleurs, le lilas, ça symbolise vraiment la beauté juvénile, le romantisme et tout, donc ça allait plutôt bien. Et c'est aussi une fleur qui me tient dans ma cartographie personnelle, on va dire, parce qu'il y a vraiment une histoire de lilas qui se transmettent dans ma famille, vraiment l'arbre qui se transmet, et c'était aussi une sorte de petit clin d'œil à cette chose-là qui fait écho dans pas mal de mes écrits aussi, et voilà. Et c'est un personnage très personnel. Mais oui, du coup, oui. Très. Cette fameuse Lila que tu recherches d'ailleurs tout au long du roman, du coup, c'est vraiment ton petit cocon personnel de souvenirs et de peut-être aussi revalorisation de ces souvenirs. Du coup, c'est intéressant de entendre parler. Et puis, dans le texte aussi, ça permettait aussi d'introduire une sorte de réflexion par rapport à l'écriture dans le livre, dans le sens où à plusieurs moments, le personnage de l'autrice se pose des questions sur le personnage qu'elle a écrit. Et c'est aussi une manière de rendre assez visible toutes ces réflexions-là que moi, je me suis faites dans mon travail d'écriture et à côté, mais de les rendre aussi visibles et un peu accessibles d'une certaine manière, parce que ce que j'ai pas dit aussi, j'en profite pour le rajouter, c'est que donc dans cette proposition d'écriture faite par le monde théâtral, l'idée c'était aussi d'écrire un texte accessible pour la jeunesse, ce qui au début n'était pas non plus du tout évident pour moi. Et bon, on va dire que c'est plutôt une jeunesse ado plutôt que toute petite jeunesse. Ça peut peut-être être un peu compliqué. Mais il y avait aussi toute cette question-là de garder une langue qui soit accessible aussi pour des personnes plus jeunes, et aussi introduire à certaines idées et introduire à cette réflexion qu'on peut avoir aussi sur la littérature et sur l'écriture aussi surtout. Donc voilà, et justement le personnage d'Ombelle, pour le coup, qui est un personnage qui a entre 12 et 15 ans dans le récit, pour moi représentait aussi un peu cette génération après, et potentiellement peut-être cette génération d'ados à qui j'aimerais bien pouvoir m'adresser à travers ce livre-là, et permettait aussi de se questionner sur qu'est-ce que j'avais aussi envie de dire à cette génération-là. Et c'est vrai que dedans, le personnage d'Ombelle est très
très pragmatique, quoi. Enfin, par exemple, par rapport à la crise climatique, elle est très, très, très consciente de ce qui se passe. Et je pense que c'est aussi une réalité où, forcément, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, c'est pas pareil que quand moi j'avais 15 ans. Et il y a d'autres questions qui se posent. Et petite anecdote aussi sur ce personnage-là, c'est que j'ai une petite cousine qui a justement cet âge-là et je voulais que le personnage ait un nom qui lui soit un petit peu... qui lui fasse écho. Et elle s'appelle Ombeline. Et je me suis dit, ah tiens, je vais pas remettre exactement son prénom, mais Ombelle, ça sonne bien et tout ça. Et j'ai cherché, et en fait, Ombelle, c'était une fleur. Enfin, c'était pas une fleur précisément, mais en fait, ça représente toutes les fleurs qui ont... je crois qu'on appelle ça des pédoncules, enfin, qui ont des sortes de petites branches elles-mêmes fleuries. Et il y avait ce côté un peu pluriel et que je trouve aussi trop beau. Enfin, ça s'est rejoint, quoi. Thématique très florale. Très. Et après, il y a tous ces personnages de sorcières qui sont à la fois des sorcières de contes, de films, de dessins animés. Il y a aussi Mona pour Mona Chollet, Françoise pour Françoise de Beaune qui ont écrit justement sur la figure de la sorcière. Et aussi, petit clin d'œil, à un moment, il y a les sorcières qui apparaissent, qui est un groupe de sorcières, du coup. Et pour ce groupe-là, j'ai demandé à mes amies très proches de se trouver un nom de sorcière. Et comme ça, elles sont apparues aussi dedans. Ça me tenait à cœur d'avoir ce petit groupe sororal présent sous une autre forme. Ok. Mais, voilà, il y a plein de petites... en tout cas, pour moi, il y a plein de petits rebonds et petits clins d'œil dans ce texte-là. Ok. Ça s'est créé comme ça. Et justement, du coup, les figures que tu as reprises, tu parlais de Mona Chollet, tu nous as parlé de Kiki, la petite sorcière. Oui. Est-ce que dans ta création de personnage, tu as essayé de reproduire un peu les caractères des personnes, enfin des prénoms et des figures que tu as prises en référence? Ou est-ce que tu les as remodelées et t'as juste utilisé la référence, entre guillemets, et après, t'en as fait ce que toi, t'avais envie de faire, ou est-ce que t'as vraiment essayé de coller un petit peu au caractère de chaque personne? Pour le coup, pour les sorcières, j'ai vraiment juste repris le nom, et après, j'ai infusé mes propres idées. Le personnage d'Ombelle fait un peu écho à certains points à ma petite cousine, du coup. Qui est aussi peut-être plus pragmatique. Et par exemple, il y a un moment où elle danse et elle-même danse dans la vie. Du coup, c'était un petit clin d'œil comme ça. Mais sinon, ouais, au niveau des caractères, c'était vraiment purement au feeling. Ok. Donc, tu as fait des petites mises en abîme personnelles. C'est ça, ouais. Tu as tout agencé à ta sauce, en fait. Et est-ce que tu as eu des références précises en tête lors de la création de tout l'univers à la fois scénaristique, mais aussi visuel? Est-ce que tu avais en tête vraiment des références, que ce soit cinématographiques, visuelles, littéraires, pour te baser? Ou est-ce que tu t'es dit, je pars d'une page blanche et voilà, moi, ce que j'imaginerais à tel moment? Et est-ce que tu as tout créé vraiment comme ça? Ou est-ce que tu avais vraiment des univers qui t'ont fait un peu écho lors de l'écriture? Oui, il y a eu des univers qui m'ont fait écho. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il y a une petite liste de références qui m'ont accompagnée au moment de l'écriture. Par exemple, pour la forêt, j'avais lu pas très longtemps avant un livre qui s'appelle « Dans la forêt » de Jeanne Egland, et qui est un super bouquin que je recommande en même temps. Et pour le coup, pas du tout dans un univers fantastique ou autre, c'est très terre-à-terre, mais il y a vraiment... cette forêt hyper foisonnante qui est énormément décrite et avec des arbres immenses, et ça m'a plutôt inspirée pour ça. Et même, il y a des petites références à un moment dans le livre, par exemple, de certaines plantes qui soignent telle chose, etc. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment repris dans la forêt, où il y a aussi beaucoup de passages sur ça, sur... comment se nourrir dans la forêt, etc. Donc ça me permettait aussi déjà de ne pas dire n'importe quoi et de faire des petits clins d'œil. Et après, je pense que Kiki, la petite sorcière, ça m'a aussi inspirée, sans avoir de film précis, mais tout cet univers que j'avais enfant, de chaumière, de ce qu'on retrouvait dans les contes et dans les films. Ouais, l'imaginaire un peu... Ouais,
collectif qu'on a tous de la sorcière vraiment solitaire dans sa cabane un peu bizarre avec plein de trucs bizarres. Cet imaginaire. En plus, tu le recites à un moment dans ton livre, justement, ce passage du cliché un peu, la sorcière doit être moche, la sorcière... Enfin, tu rejoues justement avec ces codes et tu les brises en même temps. Et je trouve que la façon, justement, dont tu as amené ça, c'est super fluide et c'est très bien fait. Et je me suis dit, justement, que pour un public plus jeune, c'était trop bien d'avoir... ce discours amené de cette manière et que justement, tu le fais d'un naturel tout en douceur et j'ai trouvé que ça avait vraiment bien joué là-dessus et sur le traitement vraiment de ce discours et de cette réhabilitation vraiment du mythe de la sorcière. C'est quelque chose qui vraiment... après, c'est le sujet principal de ton livre, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très chouette dans ton livre, cette façon d'aborder cette thématique. Merci. Mais par rapport à ça, d'ailleurs, il y a aussi un livre cité aussi qui s'appelle Sorcière de Céline Duchesnay, où elle retrace vraiment... C'est un livre assez court en plus et assez accessible, donc trop bien. Et qui retrace vraiment l'évolution de cette figure de la sorcière et à quel moment de l'histoire ça a été repris et qu'est-ce qui a été transformé aussi et quelles idées ont été divulguées et qui étaient fausses et qui ont aussi entraîné tout un moment d'oppression par rapport à ça. Typiquement le balai, le chaudron, l'idée que les sorcières mangent des bébés, ce genre de choses, quoi, qui étaient des moyens de créer un imaginaire pour finalement opprimer des femmes qui n'avaient rien demandé. Et ça, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur de le transmettre. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je voulais vraiment le faire passer à travers des images et pas du tout faire une sorte de fiction à thèse. L'idée, c'était vraiment que ce soit incarné dans la fiction et pas juste posé de manière un peu à la manière d'un essai, quoi. Donc, je trouve que justement, tu as cette façon d'aborder la chose où, tu sais, il y a plein de personnes qui réhabilitent ce mythe, mais comment dire, c'est souvent fait un peu en grande pompe, entre guillemets. Enfin, tu sais, c'est vraiment de la dénonciation et c'est légitime. Mais tu sais, c'est toujours fait de manière très, très franche et très sèche. Et je trouve que, en fait, dans ton texte, tu l'amènes vraiment d'une manière hyper naturelle et en disant, ça, c'est une bêtise de ce qu'on raconte, mais c'est une conversation totalement naturelle et qu'on pourrait avoir d'une personne à l'autre. Et je trouve que, du coup, c'est génial de pouvoir démystifier aussi cette réhabilitation parce que t'as à la fois le mythe qui est bien installé et qu'il faut déconstruire, mais t'as aussi cette déconstruction qui est toujours faite un peu violemment et un peu... toujours on y va frontalement et voilà. Et toi, tu l'abordes... tu jongles entre les deux, tout en douceur, tout en slalomant entre les thématiques. Et je trouve que, justement, tu rends la chose naturelle et ça en est limite plus percutant, du coup, parce que tu dis, oui, en fait, c'est logique. Puis c'est vrai que parfois les idées passent aussi mieux par la fiction et justement autour de la figure de la sorcière qui a été souvent montrée comme étant la sorcière, c'est une femme laide, vieille, méchante, hyper aigrie, hyper solitaire et tout. C'est quelque chose qui a influencé et c'est une image qu'on a et qui nous a nourris parce que je pense que tout le monde à un moment dans sa vie a entendu un conte enfant où il y avait une figure de sorcière comme ça et forcément, ça entraîne aussi des choses dans le réel, dans le sens où cette figure-là de la sorcière vieillissante et laide a fait aussi que il y a un regard porté sur les femmes qui soit mauvais à partir du moment, qui peut être mauvais à partir du moment où la femme vieillit. Et ça, pour le coup, c'est très fortement relié avec cette figure de la sorcière qui a été diffusée, quoi. Et de voir que parfois, une figure inventée a pu influencer d'une certaine manière dans le réel et dans les comportements des gens, etc. À la fois, ça fait peur et à la fois, ça donne envie de se dire mais est-ce qu'on ne peut pas faire à l'inverse et au contraire proposer d'autres figures et croiser les doigts pour que ça infuse. Oui, en plus, tu as aussi, je trouve que le
peu de sorcières jeunes et jolies. C'est en plus aussi systématiquement des manipulatrices, des profiteuses, des femmes qui vont vouloir avoir des envies de meurtre. Enfin, t'as quelque chose de très malsain qui est relié à la beauté. Et c'est vrai que qu'importe en fait du coup qu'elle soit jeune, vieille, qu'importe l'âge, qu'importe l'esthétique, il n'y a jamais rien qui va en fait. Ouais, et avec cette figure, tu n'as jamais une personne qui peut être douce, bienveillante. Et justement, toi, tu amènes cette bienveillance au sein de ton livre et ça fait du bien, un peu de bienveillance dans ce monde de brutes. Et au niveau, parce que ça aussi, tu décris un moment, il y a tout un passage vraiment dans la ville où on retrouve du coup la figure des patriarques notamment. Cet esprit urbain, tu t'es inspiré d'œuvres précises ou d'univers précis pour créer, parce que tu as quelque chose de très tranchant dans cet univers, de très marqué. Et je me demandais comment tu l'avais construit. Eh ben, il n'y a pas vraiment d'image précise. Je pense que s'il doit y avoir une image, c'est vraiment les images de villes et de centre-ville et de nouveaux centres un peu façon building et tout ça, très gris et très, très froid. Et aussi avoir écrit ce passage-là de cette manière et avoir insisté sur la froideur, sur l'étroitesse aussi des rues, par exemple. C'est aussi quelque chose que j'ai mis après avoir écouté un épisode de podcast des Couilles sur la table qui s'appelle Ville virile, je crois, où en fait c'est une réalité que les villes ont été majoritairement construites par des hommes notamment, et que ça impacte en termes d'architecture, d'urbanisme. Et c'est quelque chose que j'avais envie de mettre aussi. Et c'est vrai que, autre que ça, d'un point de vue politique, il y a des textes qui montrent que écrire des villes étroites, construire des rues étroites, c'est aussi fait pour que les personnes ne se rassemblent pas, etc. Et ça, c'est des réalités qui existent encore aujourd'hui et que je voulais mettre un petit peu dedans. Donc voilà, il n'y a pas de ville précise, mais... En tout cas, il y a une volonté de créer aussi une opposition très forte entre cette ville-là qui est complètement inhospitalière et qui ne peut pas accueillir le rassemblement et l'émotion aussi, parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est plus dur de se sentir bien et incarner des émotions dans un espace complètement froid et gris et voilà. Oui, et c'est vrai qu'en plus, dans cette ville, t'as vraiment, qui n'est clairement pas très chaleureuse, t'as même les personnes qui y vivent, du coup, sont limite, t'as une impression d'un peu de robotisme, tu sais, quelque chose de très mécanique, de très qui s'oppose du coup justement à tout l'univers de la forêt qui lui est très chaleureux et où tu sens vraiment une cohésion face à cette froideur individualiste un peu de la ville. Et je trouve que la balance justement entre les deux univers est très fine dans la façon de l'avoir abordé. Et si je te pose du coup toutes ces questions sur ton univers visuel, c'est parce que ton livre a été illustré par une artiste qui s'appelle Jacqueline. Et du coup, chaque chapitre possède son illustration qui est le moment fort à chaque fois du chapitre. Comment s'est passée cette collaboration entre vous ? Est-ce que vous avez vraiment posé ensemble les bases de l'univers et de ce à quoi tu voulais que ça ressemble ? Est-ce que vous avez construit l'univers ensemble, ou est-ce que toi, tu avais vraiment ton idée en tête et elle a un peu vraiment plutôt appliqué ce que toi, tu avais en tête ? Comment ça s'est passé le travail à deux sur cet univers ? Eh ben, alors cette illustratrice, elle a été choisie par l'Onde Théâtrale. Où en fait, aussi je peux préciser que dans chaque livre publié à l'Onde Théâtrale, il y a un ou une artiste visuelle qui propose des illustrations pour illustrer ou en tout cas accompagner les textes. Et donc là, ça relevait pas de mon choix, mais j'étais très contente que ce soit elle, que je connais, dont je voyais un peu le travail et que j'admirais déjà, donc j'étais très très contente. Et pour le coup, il n'y a pas eu de réelle collaboration où en fait moi j'ai fini le texte et elle a fait les illustrations après.
Ok. Juste en lisant de son côté. Mais j'étais très contente des illustrations parce qu'il y a certaines choses que je voyais exactement comme ça. D'accord. Et ça m'a beaucoup plu. Et je les ai trouvées très bien, ces illustrations. Et est-ce qu'à contrario, il y a des choses que tu ne t'étais pas du tout imaginées comme ça et ça t'a apporté un nouveau regard sur ce que tu avais écrit? Par exemple, les illustrations sur la ville, il y a vraiment cette idée de building et tout ça, mais c'est vraiment dans ces illustrations des buildings vitrés, très modernes et tout. Et moi, je crois que j'avais pas d'image très très précise, mais c'était vraiment des sortes de cases et de murs en béton, mais juste du béton. Et qu'elle le rattache vraiment à une ville très moderne et très réelle aussi. Ça fonctionnait aussi très bien, mais sur ça, c'était rigolo. Ok. Ouais, du coup, je savais pas, tu vois, que c'était, ça a été fait après coup. Et je me dis que peut-être, vu qu'on a pas mal parlé de ton livre, est-ce que tu serais d'accord pour lire un petit passage de ton choix et ainsi faire découvrir ton œuvre à nos auditeurs et auditrices? Oui. J'ouvre les yeux. Les monts et vallées que j'avais inventés sont toujours là. Les mêmes courbes, les mêmes creux ici et là. La plaine du village à ma gauche, au loin, et tout autour des kilomètres de forêt. Une forêt touffue et grouillante d'êtres vivants. Une forêt composée de plein d'espèces de conifères, d'arbres, de fleurs. Une forêt immense, parsemée de trous formés par quelques clairières qui permettent une brève ouverture sur le ciel. Pourtant, quelque chose attire mon attention, comme une anomalie. À ma droite, tout proche, un arbuste de lilas. Je m'approche. Des bourgeons, des fleurs mauves, mais surtout des branches complètes de fleurs fanées. Des bouquets et des bouquets de pétales séchés d'une couleur de paille. Des pétales devenus si fins que la lumière filtre au travers. Évidemment, cela est beau, ce mélange de matière, d'opacité et de transparence. Mais je suis inquiète. Dans le monde que j'avais créé, les fleurs ne fanent pas. Je m'engouffre dans la forêt. Mes pas sont timides, mon corps tendu. Le sentiment de bien-être qui m'enveloppait autrefois quand j'y pénétrais laisse place à une sensation d'hostilité. À mesure que j'avance, les chants d'oiseaux se font de plus en plus rares. Aucune biche ou cerf, ni aucune moufette n'a croisé ma route. J'ai bien vu quelques colonies de fourmis, mais leur nombre était étonnamment réduit. Se peut-il que mon propre univers me rejette ? Je reconnais le petit sentier qui mène à la mare à sorcières. C'est là que se célébrait chaque nouvelle venue des sorcières que je créais. Un rituel que toutes attendaient avec impatience. Elles formaient un cercle tout autour de la mare. Une chaîne humaine irrégulière sans placement précis. Il fallait juste que, peu importe l'endroit où regarderait la nouvelle venue, elle puisse croiser le regard accueillant d'une sœur. Ainsi placées, les sorcières entamaient un chant, ou plutôt une vibration. Ça prenait racine dans les talons, montait le long des jambes, ça formait une boule de son dans le ventre qui remontait ensuite en résonnant dans la cage thoracique, les clavicules, la gorge, le palais, ça faisait même vibrer la langue. Mais il fallait garder la bouche fermée pour que le son s'amplifie à l'intérieur du corps, s'en aille toucher directement le cœur, le sien et celui de toutes les autres. Comme encouragée par cette vibration unique composée de plusieurs voix, la nouvelle venue remontait lentement des eaux, les vêtements trempés mais le visage plus éclairé que jamais. Elle s'approchait ensuite des bords de la mare et plongeait ses mains dans la boue. Plonger ses mains dans la boue avait quelque chose de grandiose. C'était comme naître et mourir d'un seul geste, comme enfoncer les doigts dans une eau tiède mêlée de sable, de miel et de feu. C'était une élévation lumineuse et une chute nocturne, comme un frottement brumeux de peau, pour assembler les morceaux de soie, les étoiles, la tête, la langue. C'était le moment de choisir son nom. Une fois que celui-ci était choisi, il fallait l'écrire et le dire.
Écrire pour que son propre récit commence. Dire pour s'annoncer aux autres. Alors la nouvelle venue retirait ses mains de la terre. De ses doigts, elle écrivait son prénom dans la boue puis se relevait. Elle regardait le groupe autour d'elle, prenait le temps d'offrir un regard à chacune et prononçait après cela son prénom. D'une vibration, le chœur, la chorale des sorcières se transformait en souffle. D'abord un murmure pour déposer dans l'air le nouveau nom, puis chacune à sa façon l'entortillait dans la voix, en savourait chaque syllabe, le moduler, apprenait à le connaître, à le reconnaître. Je suis maintenant arrivée devant la mare, mais la stupeur me frappe instantanément. Le niveau de l'eau a baissé, et ce n'est plus de la boue qui encercle la mare, mais une terre sèche, craquelée par endroits. Je tombe à genoux, pose les 2 paumes sur le sol. Elle ne s'enfonce pas. La terre est sèche et mes souvenirs de rituels s'effritent. J'appuie sur la terre sèche, fort. Je fais peser tout le poids de mon corps sur mes mains, mais rien ne bouge. Je tente de faire pénétrer mes doigts dans les craquelures, à la recherche d'un endroit encore humide. Rien ne fonctionne. Je tape de mes 2 poings. Je tape, je cogne, je m'abîme les mains. La terre reste solide. Merci beaucoup Aline pour cette lecture. C'est toujours chouette d'entendre les textes lus par celles et ceux qui les ont écrits. Tu as souhaité associer cette lecture à un morceau musical de Max Richter, dont le titre est Sarajevo. Pourquoi avoir choisi de faire cette association entre ton texte et cette musique ? Parce que c'est un titre sur lequel j'ai écrit. Ça a fait partie de ma petite playlist d'écriture pendant l'écriture du livre. Et aussi, quand il y a eu le moment de mise en voix avec l'onde théâtrale, on a cherché collectivement des musiques à mettre pendant la mise en voix. Et j'en ai proposé plusieurs, notamment celles avec lesquelles j'avais écrit, et dont celle-là, qui a été utilisée pour ce passage. Et aussi un autre passage où on reprend le passage de la mare, mais d'une autre manière, je ne spoil pas. Mais en tout cas, cette musique-là a vraiment été associée à ce passage, donc voilà. Très bien. Et j'en profite d'ailleurs de ce moment pour aborder la mise en voix justement de ton texte par les étudiants de l'Université de Lille, si je ne me trompe pas. Quel effet ça t'a fait de voir ton texte prendre littéralement vie, du coup, de façon orale, par le biais de personnes que tu ne connaissais peut-être pas ? Je ne sais pas si tu les connaissais vraiment en amont ou pas. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet ? C'était assez fou. C'était assez fou et c'était certaines personnes que je connaissais un petit peu, d'autres non, mais ça a été aussi un moment de rencontre et de aussi découvrir les personnes à travers leur lecture du texte. Et le moment en fait de mise en voix a suivi de très très près le moment d'écriture. Donc il y a eu vraiment ces 10 jours un peu en solitaire d'écriture toute la journée et de petites relectures par des amis, mais c'était vraiment surtout quelque chose de très personnel. Et quelques jours après, il y a eu ces 3-4 jours de sorte de petite résidence de mise en voix, où très vite d'avoir vu le texte être approprié par d'autres personnes, c'était à la fois assez étonnant au début et assez beau aussi de voir comment d'autres personnes pouvaient aussi placer leur voix et être touchées aussi par ce qu'elles disaient. Et c'était plutôt touchant. Mais c'est que comme je l'ai dit, mais j'ai l'habitude de lire à voix haute et parfois de lire à voix haute sur de la musique. Donc forcément, j'ai mes endroits où je pose la voix et tout ça. Et de voir d'autres manières de poser la voix, c'était beau. Et puis le moment de la représentation, c'était vraiment émouvant, quoi. Le voir sur scène. Et moi, j'interviens seulement une fois à la toute fin pour l'épilogue. Et d'arriver en plus comme ça après, à la fin, et de clore un peu le truc, c'était vraiment émouvant. Puis de voir que c'est moi qui l'ai écrit, mais ça m'appartient pas complètement non plus, quoi. Oui, c'est une œuvre quand même assez pluridisciplinaire entre l'illustration justement de l'artiste Jacqueline, cette mise en voix par les étudiants de l'Université de Lille. C'est vrai que tu as quelque chose vraiment qui touche un peu à tous les domaines et tu as cette pluridisciplinarité qui est assez présente et ça doit être assez chouette justement de te dire que
parfois, entre guillemets, le fil rouge de toutes ces connexions qui se font d'un milieu à un autre. Et est-ce que du coup, justement, la façon dont ils ont mis en voix ton texte, il y a des choses il y a des façons de faire qui t'ont vraiment surprise, où toi, t'imaginais pas du tout ça de telle manière, avec un tel ressenti, une telle mise en voix, vraiment une telle prononciation. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu t'es dit ah punaise, moi je ne voyais pas du tout ça comme ça, et des moments qui t'ont vraiment surpris, ou est-ce que globalement c'était toujours dans ce que toi t'avais imaginé? Et par exemple, ce passage-là de la mare, il a été lu par un comédien qui s'appelle Nathan, et qui avait pour le coup un phrasé plus j'allais dire monotone, mais c'est peut-être pas le mot, mais plus saccadé, plus cadré en tout cas, peut-être. Et au début, quand il a commencé, je me suis dit, ah mais tiens, c'est intéressant. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout comme ça. Et finalement, ça résonnait d'une manière complètement autre, et ça marchait très très bien aussi. Et surtout, ce que ça a permis aussi, cette mise en voix, c'est d'avoir par moments des lectures polyphoniques aussi, ou une distribution entre différentes voix de certains passages. Et ça, toute seule, je peux pas le faire. Et surtout, le dernier chapitre, qui est vraiment une sorte de monologue collectif, là, de le voir de manière polyphonique, c'était trop bien. Et puis je me rappelle que la toute première lecture de ce passage-là, il n'y a eu aucune distribution de qui dit quoi sur les phrases, etc. Ça a été très spontané, avec en fond la musique sur laquelle je l'avais écrite, qui en plus faisait pile le même timing que la lecture, donc c'était assez magique sur le moment. Et en fait, les comédiens et comédiennes ont pris spontanément la parole, parfois se sont rejoints à 2 ou à 3 sur une phrase, parfois c'était seul, et ça a tellement bien marché que c'était trop émouvant, quoi. Et c'était trop fort et trop forte aussi de s'emparer comme ça et d'être dans l'écoute. Et à chaque fois, ça a été, à chaque représentation et répétition, ça a été fait de manière spontanée, et c'était trop beau. Beaucoup d'émotions, du coup, à l'issue de ces représentations. Et tu l'as un petit peu dit, à la fin de ton livre, on retrouve une sorte de journal de bord qui retrace un petit peu les différentes étapes de la construction de ton récit dans ce challenge des 10 jours chronométrés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce challenge d'écriture, et qu'est-ce que tu as aimé à la fois dans cet exercice, mais aussi peut-être quelles difficultés tu as pu rencontrer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce cheminement entre le journal, la création? Je te laisse. Le journal, en fait, ça fait aussi partie de la ligne éditoriale de l'Onde Théâtrale, où en fait, à chaque fois, l'artiste invité à écrire le texte doit aussi écrire une sorte de journal de bord ou journal de création. Ça prend des formes assez différentes aussi selon l'écriture. Je sais que pour d'autres projets, il y a eu de l'écriture plateau, donc là, pour le coup, c'est très différent aussi la manière de s'emparer du journal. Et moi, pour le coup, ça m'a vraiment permis de réfléchir aussi à ce que j'étais en train d'écrire, et de poser un peu à plat les questionnements qui me venaient, les réflexions, et chaque partie du journal équivaut à un jour d'écriture, où en fait tous les jours j'écrivais aussi des petites notes comme ça réflexives, que parfois j'ai remaniées ou réécrites un petit peu. Mais ça permettait aussi de me centrer, de me poser des vraies questions sur ce que j'avais envie de transmettre, sur comment le faire, notamment sur toutes les questions d'adresse à la jeunesse, etc., qui m'ont questionnée pendant l'écriture. Et ça a vraiment permis de faire un appui, et c'était super intéressant d'avoir ce journal à faire. C'était trop chouette d'avoir cette dimension réflexive aussi. Ça permet de démêler un peu. De te faire une petite introspection aussi, peut-être, ce que tu es en train de faire. Complètement. Puis en le relisant aussi, ça me permet de me replonger dans l'état dans lequel j'étais dans ma pratique d'écriture, et c'est chouette aussi. Ça fait un petit souvenir. Oui. Et à mon sens, dans ton livre, on retrouve vraiment l'idée aussi d'une quête des temps modernes, où tu nous rappelles qu'il ne faut jamais oublier de rêver. Mais c'est un peu une ode à l'imaginaire et une invitation en filigrane un petit peu à nous retrouver et à prendre du temps pour soi, pour ne pas oublier qui on est, et justement le cheminement que nous avons fait pour en arriver là où nous en sommes. Et du coup,
je trouve que c'est un petit peu le message aussi que tu as en filigrane de ce livre et que tu viens aussi d'un peu dire avec la création de ce journal de bord. Donc c'est rigolo. Est-ce que tu peux justement me dire, pour toi, quel message tu souhaites adresser à tes lecteurs et lectrices via ce texte et du coup via le texte dans sa globalité, mais aussi via le titre que tu as choisi, du coup Brûlée, brûlante. Quel message tu as voulu faire passer? Eh ben, avant tout, c'est sûr un message féministe, enfin porteur d'idées féministes en tout cas, c'est sûr pour reconnaître aussi qu'on est dans un système patriarcal, mais que la réinvention c'est possible aussi et que ça peut être joyeux aussi. Et je pense que ça c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur aussi de pas perdre l'idée qu'on peut inventer des choses et qu'on peut le faire joyeusement et que tout le monde peut s'y retrouver aussi peut-être à l'intérieur de ça et qu'on peut créer d'autres manières de penser, d'autres manières de dire et d'autres manières d'utiliser les mots aussi. Donc je pense que il y a tout ça et il y a aussi tout le pan lié à la crise climatique que je voulais aussi mettre dedans. Et ça rejoint aussi ces deux thématiques-là, une pensée écoféministe qui, pour moi, et pour d'autres, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais où, pour faire une petite définition là, rapide, l'écoféminisme, c'est aussi se dire qu'il y a du lien entre l'oppression d'un système patriarcal sur les femmes et un rapport de domination vis-à-vis de la nature, dans le sens où c'est juste un rapport de domination qui se reproduit et qui impacte différents milieux, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre dedans. Mais oui, tout en gardant ce truc d'invention possible et de joie et d'imaginaire et d'essayer de trouver du plaisir aussi, parce que en plus c'est pas des thèmes super joyeux tout le temps, mais il y a aussi le moyen d'inventer aussi ensemble d'autres choses. Et le titre Brûlée, brûlante, c'est un peu une forme de réappropriation aussi, et ça fait référence, le brûlé, toutes ces femmes dites sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher. Et le brûlante, il est actif en tant que mot. Et surtout, il est amené à une idée de feu, de joie, de puissance, de quelque chose de fort, quoi. Et je pense que c'est un mouvement qu'il y a dans le titre que j'ai envie de mettre aussi dans cet écrit-là. C'est pas parce qu'il y a certaines choses qui sont là ou qui ont existé, qui ne peuvent pas changer, et surtout elles peuvent être transformées et transformées de manière belle aussi, quoi. Voilà. Un lien entre passé et futur aussi, du coup, via la forme verbale du mot. Ok, c'est vrai que c'est des thématiques qu'on retrouve vraiment, qui se sentent et je te dis qui sont abordées avec beaucoup de poésie et de douceur et du coup qui sont très agréables à lire. Après, du coup, cette petite visite guidée dans l'univers de ton livre, j'aimerais que l'on plonge un peu plus dans ton univers personnel. Et pour cela, nous allons parler du concept d'André Malraux, celui de musée imaginaire. C'est un concept qui tend à penser que nous constituons au fur et à mesure de notre vie notre propre musée intérieur par le biais de toutes les œuvres artistiques que nous croisons sur notre chemin, que nous avons aimées, qui nous ont touchés, qui nous ont émus. Et est-ce que tu serais d'accord pour m'emmener un petit peu visiter ton propre musée imaginaire ? Oui, bien sûr. Commençons du coup par la littérature peut-être, qui est ton domaine. Si on se baladait ensemble dans une librairie, quelle lecture tu me conseillerais et avec quel livre je ressortirais automatiquement sous le bras parce que tu me l'auras si bien vendu? C'est très dur d'en choisir seulement quelques-uns, mais je peux t'en conseiller quelques-uns seulement. Mais j'ai d'abord pensé à une autrice qui s'appelle Jeanne Benhammer, qui est franco-algérienne, italienne, et qui écrit beaucoup sur à la fois son rapport à la langue, écriture, et son rapport aux langue maternelle, langue paternelle et sa langue d'apprentissage, le français. Qui a aussi écrit beaucoup sur l'exil, et il y a surtout 2 livres que j'ai beaucoup aimés.
un roman qui s'appelle Laver les ombres, qui est magnifique. Et elle avait aussi écrit plein de petits recueils de poésie, dont un qui s'appelle L'exil n'a pas d'ombre, et qui est très très beau. Quand j'ai découvert Jane Benhammer, ça a été un peu une sorte de passion. J'ai lu vraiment beaucoup de choses de ce qu'elle a fait, et elle a vraiment, même dans ses récits, une manière de dire avec poésie que je trouve vraiment très très belle et très forte, et très sensible aussi. Donc, Jane Benhammer. D'accord. Ensuite, je te proposerai Gaston Miron, qui est un poète québécois, qui a été très influent aussi politiquement, qui a beaucoup lutté pour le parler français au Québec, dans un temps où il y avait une forme de colonisation anglaise, etc. À la fois poétique, politique aussi. Et il y a un très beau poème qui s'appelle La marche à l'amour, qui est incroyable, que j'aime vraiment très très fort, particulièrement. Toujours en poésie, je te conseillerais Poésie ininterrompue de Éluard. Là, ça pardon, peut-être des lectures un peu plus anciennes pour moi, mais c'est une lecture qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et pour le coup, Poésie ininterrompue, comme le titre le dit, c'est une sorte de poème qui ne s'interrompt pas et qui n'a pas de début, pas de fin, et pour le coup, très peu de ponctuation, très peu de coupures. Et je pense que ça m'a un peu influencée dans mon écriture. Après, plus contemporain, il y a Brûler, 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 petit écho au titre de Lisette Lombé, qui est une poétesse et slameuse belge. D'accord. Antiraciste, féministe, elle fait vraiment elle porte des idées très belles et très importantes, et elle a une écriture hyper chouette. Et si tu as l'occasion de le voir, elle fait aussi une performance qui s'appelle Brûler et danser, avec une musicienne qui s'appelle Chloé Dutrèfle, qui est assez folle de justement un exemple de poésie sur scène, et ça fait du bien de voir vraiment de la poésie spectacle, et à la fin tout le monde danse sur scène. C'est vraiment un truc assez fou, le côté et ça montre que la incarné. poésie est incarnée et vivante, et n'est pas cadrée gnangnan comme on peut peut-être le penser. Sinon, toujours en littérature, je pense aussi à une pièce de Kay Tempest qui s'appelle Fracassé, qui m'a beaucoup beaucoup marquée. Et si je peux aller un petit peu du côté de la BD, il y a un BDiste qui s'appelle Brecht Evans, que j'aime beaucoup, et une BDiste qui s'appelle Maria Medem aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle À cause d'une fleur, et qui est très très beau. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui. Déjà un petit tour. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, je ne connais aucun de ces auteurs et autrices, donc c'est bien. Je note tout dans mon petit carnet, je vais avoir de la lecture pour cet été. Et si on faisait une petite soirée film, et que moi je m'occupe du popcorn, mais toi tu t'occupes de la programmation, qu'est-ce qu'on regarde ? Là, le premier truc qui me vient, c'est Thelma et Louise. Je l'ai vu assez récemment, mais ça a été vraiment une sorte de... Oui, il fallait que je voie ce film. Enfin, c'était le film. Et qui est trop, trop, trop bien. Donc, je dirais Thelma et Louise. Sinon, j'aime beaucoup tous les films de Xavier Dolan. Et surtout Lawrence Anyways, que j'ai découvert il y a longtemps, mais qui m'a vraiment donné une sorte d'ouverture sur ce que pouvait être aussi le cinéma, quand on essaye aussi de jouer un peu avec les codes, etc. Moi, j'y connaissais un peu rien aussi au cinéma, mais il y a un truc hyper poétique dans ses réalisations, et voilà, donc je conseillerais ça. Sinon, évidemment, Kiki la petite sorcière. Forcément. Que j'ai beaucoup vu enfant et que je revois encore maintenant. Sinon, tous les films de Céline Sciamma ou de Wes Anderson aussi. Voilà, plusieurs choix. Mais on retrouve quand même comme fil conducteur la poésie, qu'on retrouve à la fois dans l'esthétique, dans les propos qui sont traités. On sent que c'est ton petit pilier intérieur quand même. Et si on allait ensemble chez un disquaire, vers quel rayon tu m'emmènerais, et quel serait ton album incontournable ? Mon album incontournable, ça c'est dur. Ouais, je sais, j'aime bien mettre des petits challenges aussi. Mais on peut commencer par les rayons si tu veux. Non, je veux bien commencer par l'album. Non. Ok. Si, allez. En fait, je me rappelle plus du nom de l'album, mais c'est un album de Flavien Berger. C'est celui où c'est une pochette noire et il y a une sorte de cercle bleu au milieu. Voilà, j'ai pas le titre, mais il faudra chercher. J'inclurai le titre à l'audio, t'inquiète pas. En tout cas, tout Flavien Berger, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup trop.
L'album de Flavien Berger dont parle Aline s'appelle Contretemps. Il est sorti en 2018. D'accord. Donc, en album, ouais, Ce serait Flavien Berger. c'est ça. Ok. Et plus globalement, du coup, dans quels univers tu m'emmènerais, dans quels univers musicaux tu m'emmènerais faire un petit tour? Si je devais t'emmener plutôt du côté de mon univers musical, mais lié à l'écriture, il y aurait Max Richter, sur lequel j'ai lu sans grande surprise, et aussi French 79. En tout cas, tous les artistes qui sont un petit peu dans cette vibe-là. Ouais. Et sinon, plus dans mon univers musical quotidien, je t'emmènerais voir Niagara ou Lhasa aussi, que j'aime beaucoup. Ok. Et du coup, justement, si tu ne devais choisir qu'un seul concert, genre là on décide, on se fait une virée, on part voir un concert d'un artiste que tu adores, quel serait ce concert? Que ce soit du coup au niveau de vraiment la performance scénique ou plutôt de l'univers et de l'ambiance qui se dégage de l'atmosphère du concert. Si tu ne devais en choisir qu'un, quel serait-il du coup et pourquoi? Qu'un seul. Je pense que je redirais Flavien Berger, parce que je l'ai jamais vu en concert et j'aimerais beaucoup. Donc pour la découverte. Voilà, pour la découverte. Ok, eh bien écoute, je note tout ça dans mon petit carnet. Et du coup, chez Escarbille, sans transition, nous avons un petit défi qui est relatif au podcast que nous proposons du coup à chacun de nos invités. Est-ce que tu serais partante pour produire quelque chose à ton image sur le médium de ton choix qui résume ton expérience et ton ressenti aussi à la suite de ta participation au podcast? Avec plaisir. Du coup, je vous inviterai prochainement à retrouver la création d'Aline, notamment sur Instagram, sur lequel nous sommes assez actifs. Et la rencontre commence à toucher à sa fin. Et j'aime bien poser la même petite question rituelle à tous mes invités. Étant donné ton parcours, quel serait ton conseil à suivre pour quelqu'un qui aimerait suivre le même parcours que toi, le même chemin que toi? Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner, quels seraient-ils? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est assez bête, mais c'est juste de ne pas avoir peur. Déjà d'écrire, de faire lire aussi et d'oser aussi rencontrer des personnes, par exemple, qui peuvent publier ou autres. Parce que c'est vrai que le milieu littéraire, j'ai l'impression que ça reste un milieu très... Oui, il faut avoir une sorte de validation et ça peut rester très élitiste aussi, alors que ça ne devrait pas. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter même à aller voir des scènes ouvertes à Lille. Je sais qu'il y en a plusieurs dans certains bars ou cafés. Et c'est trop chouette. Puis d'expérimenter aussi, d'avoir des avis, de voir ce qui plaît ou pas, sans forcément être dans une recherche de plaire, mais de voir là où ça résonne avec d'autres personnes parce que c'est beau. Et aussi d'écrire ce qui nous fait plaisir, quoi. Je pense que c'est le plus important, d'être touché un peu par ce qu'on écrit. Ok, ce sont de très jolis conseils. Et est-ce que tu as prévu du coup des choses pour la suite? Est-ce que tu as de nouveaux projets d'écriture sur le feu, sans faire de mauvais jeu de mots? J'ai très envie de continuer là, prendre du temps pour écrire un projet que j'avais déjà un peu commencé, avant l'écriture de Brûlée Brûlante aussi. Et c'est vraiment un projet pour le coup de longs poèmes, de sorte de livre-poème, sur cette histoire du lilas justement. Et vraiment tout un truc de transmission lié aux femmes de ma famille, etc. Et donc voilà, reprendre ça. Mais bon, il faut juste trouver du temps. Le lilas comme leitmotiv un peu complètement de ton travail. Eh bien, en attendant de retrouver ce futur projet que nous attendrons avec impatience, vous pouvez retrouver le livre d'Aline Brûlée Brûlante en librairie. Et d'ailleurs, pour les Lillois, vous pouvez notamment le retrouver dans la librairie La Franchie, que je vous invite très chaleureusement à découvrir, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est une vraiment super chouette librairie. Et merci beaucoup Aline de nous avoir si joliment parlé de ton univers poétique. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci. Et on se quitte du coup avec la chanson du jour choisie par notre invité qui met à l'honneur le groupe NUR, un groupe lillois
parce qu'on adore faire rayonner les talents de notre si jolie région. La chanson s'appelle Windy Maze et je vous laisse donc avec cette découverte musicale. Quant à nous, on se dit à très vite sur les ondes d'Escarbille. Merci à tous les participants et merci à Aline. Merci. Tous les épisodes d'Escarbille sont enregistrés en public. N'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur Instagram afin d'être au courant des prochaines rencontres et ainsi pouvoir nous rejoindre, échanger avec les invités et vivre l'expérience Escarbille en direct. Merci à Julie et au Mambo Miam Miam de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Escarbille est une production OV Studio avec à la production et à la réalisation Alizé Tételan et à la technique Enzo Détouche.